Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est en plein dans les fêtes de fin d'année. Moi ça va tranquille, je suis content de vous retrouver. Ici Clemzer pour cet épisode 13 du podcast Le pont entre les arts. And it feels so good. Le concept du podcast est simple, j'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Dans ce 13e épisode, je suis accueilli par le studio Podspace à Lille et je reçois Mathilde Schrevel, comédienne et stand-upeuse, aussi bien adepte des comédie clubs que des planches de théâtre. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de comédie, mais on parle ici de danse et son rapport avec celle-ci. Bonne écoute. Pour commencer, comment tu vas ? Eh ben ça va bien, merci. Et toi ? Bah ça va très bien, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir. Je vais te présenter rapidement, comme ça on va direct dans le vif du sujet. Toi, tu es comédienne, stand-upeuse. Oui. C'est tes principales activités. Oui. C'est ce que tu fais de ta vie à plein temps, tout ça. Mais aujourd'hui, t'es pas là pour parler de ça. T'es venu pour parler d'un autre art que tu aimes beaucoup. C'est la danse. Exact. Franchement, ça me fait plaisir parce que déjà, j'ai pas reçu beaucoup de comédiennes. J'ai jamais parlé de danse. Donc ça va être un épisode intéressant, même si du coup j'ai mes petites lacunes. Mais c'est très bien parce qu'en fait, tu vas devoir vulgariser pour le gros noob de la danse que je suis. Et on a ce rituel dans le podcast, c'est de toujours voir un peu tes premiers rapports avec cet art-là. Donc toi, quand tu étais petite, c'était quoi tes premiers rapports avec la danse ? Est-ce que c'est toi toute seule tu as commencé à danser ? Est-ce que c'est des trucs qui t'ont donné envie de danser ? Bah déjà quand j'étais petite, j'ai une grande sœur qui a 50 plus que moi et on faisait dans notre chambre, on s'entraînait, on créait des danses et après on allait les présenter à nos parents. Genre spectacle préparé dans la chambre. Et après j'ai rapidement commencé la danse parce qu'il y a un club de danse qui a ouvert dans mon village. Et j'étais petite, hein, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans peut-être. Et donc avec ma sœur on s'est inscrite et j'ai commencé la danse à cet âge-là. Ok, mais là, t'as passé très vite sur les spectacles de danse avec ta sœur. Je veux y revenir un petit peu. Oui, Parce que du coup, comme ta sœur, elle a 5 ans plus que toi, c'était elle la chorégraphe à ce moment-là. oui, il me semble que c'est elle. Bah, on était un peu toutes les deux quand même. Hein. Ouais. Et il y avait aussi sa meilleure amie, à ma sœur. Et donc on faisait ça dans sa chambre et on créait des danses. Mais des danses avec de la musique, parce que je sais que des fois, les enfants, ils font des danses sans musique. Oui, oui, on créait avec de la musique quand même. Hein. C'était quoi vos inspirations ? Ma sœur, elle écoutait beaucoup Laurie. Et donc moi, comme j'étais plus petite, je la suivais un peu. C'est vrai que j'écoutais aussi du coup beaucoup Laurie et les chansons de la Star Academy et tout. C'était un peu notre truc. Les L5 aussi. Et donc on dansait un peu là-dessus, sur toutes les femmes de ta vie. Enfin voilà. C'est vrai que ça, c'était grosse ref de quand on était petit. Ça, ouais, ça a marqué notre enfance. Et donc toi, t'avais quel âge à ce moment-là ? Bah, je te dis, je devais avoir 6-7 ans, peut-être un peu plus, mais Ok, ouais, j'étais quand même assez jeune. Hein. ok, donc tes parents t'inscrivent à la danse. Ouais. Quel style de danse C'est moderne jazz, ouais, danse moderne. On danse sur des musiques actuelles, un peu commerciales. Ok, Voilà. avec ta sœur ? Bah, elle, du coup, elle est pas dans le même groupe que moi parce qu'elle est plus grande. T'aurais pu être surclassé. Ouais, mais Vu non. toute l'expérience de spectacle que t'avais. Et oui, mais non. Moi, j'étais dans le groupe des gens de mon âge, du coup. Ouais, ok. Et t'as kiffé direct ? Ouais, j'ai bien aimé. En plus, du coup, j'avais des copines avec qui je faisais ça, donc c'était trop bien. Mais est-ce que du coup l'approche de la danse change entre le moment où c'est ta sœur la chorégraphe et le moment où t'as une vraie propre ? Bah oui, déjà, c'est un peu impressionnant. Et Ouais. C'est quoi ? C'est dans les grandes salles avec des grands miroirs et tout ? ouais, c'est Ah ça. ouais. Ouais, c'était vraiment une grande salle. Bah, au début, c'était une petite salle, c'était dans le village, donc ça venait d'ouvrir. Mais il y avait vraiment ces grands miroirs. Il y avait une barre au fond de la salle, comme si on allait faire de la danse classique, alors que pas du tout. Mais ça faisait vraiment salle de danse, petit vestiaire et tout. C'est vrai qu'en fait, quand t'as ce nouveau rapport où tu te vois danser, en fait. Oui. Donc ça doit pas être la même chose. Non, alors, je me rappelle qu'au début, en tout cas, je me regardais pas vraiment dans le miroir. En tout cas, on se voit c'est surtout pour les placements, etc. Bon, après, j'étais petite aussi, donc c'était pas vraiment le truc le plus important, mais je regardais vraiment la prof, en fait, juste pour la suivre. À ce moment-là, toi, en fait, t'as encore 6-7 ans à ce moment-là, quand tu t'inscris. Ouais, il me semble. Hein. Donc, Au niveau des âges, ouais, c'est ça, parce que j'en ai fait après pendant 12 ans et j'ai arrêté à 17-18 ans, même 19. Ouais. ok. Ah ouais, donc 12 ans de danse. Ouais, j'ai fait 12 ans de danse dans le même club de danse. Ok, donc on va aller chronologiquement. Est-ce qu'à 6-7 ans, déjà, tu commences à faire des
des spectacles déjà? Bah oui, en fait, à chaque fin d'année, il y a un gala de danse. Ok. Donc on commence déjà à faire des spectacles. Au début, je pense qu'on créait 2 chorégraphies et on les présentait du coup le jour du gala. Et chaque groupe avait 2 ou 3 danses à proposer. Ok. Et donc, Et toi, t'aimes bien cette. Parce que par rapport à. Je sais pas. C'est un truc qui revient souvent, mais dans la danse que tu peux faire tous les jours, bah voilà, t'es assez libre et tout. Et le côté très cadré ouais. de la chorégraphie imposée quand tu fais des cours de danse et quand tu prépares des spectacles, ça te plaît aussi à ce Ah ouais, moment-là? j'adore. Justement, je préfère. Ok. Moi, je préfère quand il y a un cadre, je sais ce qu'on fait, c'est bien sur les temps. Le refrain, on fait ça, les couplets, on fait ça. Moi, j'aime bien quand c'est très carré. Est-ce que. En fait, je sais pas, je me rends pas compte si tout le monde a un rôle similaire dans ces spectacles de danse ou s'il y en a qui sont mis en avant. Est-ce que toi, t'étais plus en avant ou en retrait à ce moment-là? Bah, généralement, la prof essaye de faire tourner, parce que forcément, on peut pas tous être devant, tous être derrière. Donc, il y a des placements qui sont faits. Et je me rappelle que durant les chorégraphies, il y avait des changements de place pour que tout le monde passe devant. Enfin, voilà, qu'il n'y ait pas de oui, moi, j'ai été derrière tout le long ou moi, je suis toujours devant. Ça tournait vraiment. Mais il n'y avait pas de préférentisme, en tout cas, pour les élèves. Ouais, quoi. ouais, ok. Ok. Et toi, c'est pas quelque chose que tu recherchais? Moi, j'aimais bien être devant quand même. Ah ouais? T'as toujours aimé être sur le devant de la scène? Ouais, un Ok. petit peu. Je sais pas si c'est de l'ego, mais ouais, j'aimais bien être devant. En vrai de vrai, là, aujourd'hui, tu fais du stand-up, tu fais du théâtre, mais tes premières fois sur scène devant un public, c'est avec la danse. Oui. Et avant de monter sur scène, sur tes premiers spectacles, est-ce que du coup, tu dis que tu en as fait 12 ans, est-ce que ça t'a permis d'être de plus en plus à l'aise sur scène, et même avant? Est-ce que j'imagine qu'au début, tu es stressé, surtout en tant qu'enfant, avant le spectacle, peut-être pas du tout, en vrai, je présume. Mais est-ce que ça a évolué à travers le temps pendant ces 12 ans? Bah oui, au début, j'ai toujours été stressée avant de monter sur scène sur les galas de danse, parce que toujours le truc de ah, mais si je me trompe. Enfin, vraiment dans les danseuses, en tout cas dans mon club de danse, on a tout ce stress de si on se trompe, alors qu'en réalité, c'est pas grave. Mais du coup, il y avait vraiment ce stress-là. Et oui, après, quand j'étais petite, j'avais peut-être moins conscience que je montais sur scène devant des gens. Et au plus j'ai grandi, ouais, je pense qu'il y a eu une époque où, vers 11-12 ans, tu vois, là où j'étais vraiment un peu stressée parce que je me rends compte de ce qui se passe. Et puis en plus, en tant que fille, le corps change. Donc il y a tout ça. Et après, au fur et à mesure, non, beaucoup plus à l'aise. Ça m'a aidé à me sentir à l'aise devant un public. Et à plus stresser du coup. Enfin, petit stress quand même, de peur de me tromper, mais pas peur d'être sur scène devant des gens, en tout cas. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, le fait, du coup, que toi, le fait d'avoir fait de 6 ans à 18 ans quasiment, c'est que t'as toutes les évolutions de la vie d'enfant vers la vie d'adulte, tu les as vécues en parallèle de la danse. Ouais. Donc toute ton adolescence, tous les trucs, j'ai l'impression de découverte de son corps, parfois de complexe et de peur du regard des gens que ça peut engendrer. Est-ce que tu l'as senti du coup particulièrement dans la danse? Est-ce que peut-être les ados entre eux, ils se regardent au club de danse? Ou il y avait quand même une harmonie, tu vois, vas-y, c'est le club de danse, c'est pas le collège, quoi. Il n'y a pas de jugement. Ouais, il y avait pas de jugement. Je me souviens pas qu'il y ait eu du jugement entre nous. Et justement, ça faisait du bien. Mais moi, je me rappelle que, il y a des tenues, par exemple, parce que quand on danse, on a des costumes. Et il y a des tenues dans lesquelles je me disais, est-ce que je suis vraiment à l'aise? Enfin, voilà, je regardais bien si ça allait, la tenue et tout, parce que on va quand même être devant des gens. Il y aura une vidéo, parce qu'à chaque fois, c'était filmé. Du coup, on avait un DVD et tout. Et on avait des photos. Et donc, je voulais... voilà. Après, ça, c'est moi aussi. J'ai un rapport à mon corps un peu particulier. Et donc, du coup, c'était important pour moi que ça aille bien et que je me sente à l'aise dans la tenue dans laquelle j'allais danser. Et puis, oui, surtout, l'adolescence, le corps qui change. On commence à avoir des corps de femmes. Et forcément... on le voit, c'est un peu tous les ans, le truc qui fait qu'on va regarder, ah bah tiens, l'année dernière, j'étais comme ça, et là, cette année, je suis comme ça. Okay. Et ça permet de faire un point. Ouais. Tu dois évoluer et tout. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé d'en parler justement, de pas être à l'aise avec une tenue, et d'en parler avec, je sais pas, la prof ou... Oui, je pense que de toute façon, elle nous demandait toujours si c'était OK pour tout le monde. Et si c'était pas OK, on trouvait des solutions, parce que des fois, elle achetait les tenues, quoi. Donc on mettait soit un short, c'était une petite robe, on mettait un short en dessous, ou celles qui sont moins à l'aise, un legging, mais on essayait toujours que ce soit OK pour tout le monde. Le but, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui soit pas du tout à l'aise et qui du coup kiffe pas du tout la soirée, enfin le spectacle. Et voilà, le but, c'est que tout le monde se sente bien sur scène.
Mais oui, on en parlait quand même, c'était important de Et, savoir. et ça t'a aidé, toi, dans la compréhension de ces changements de ton corps de faire de la danse? Puisqu'en fait, tu utilises. C'est c'est mon mime de la danse. Quel beau mouvement de vague. Est-ce que ça m'a aidé? Bah, je pense qu'il faisait du bien. C'est comme j'étais avec des filles de mon âge, on vivait toutes le truc ensemble, en fait. Notre corps changeait en même temps et tout. Donc, je pense que ça m'a fait du bien de me retrouver dans un endroit où il n'y a que des filles et de voir qu'en fait, c'est OK, tout ce qui se passe, tous les changements et tout. Trop Tu bien. vois? T'étais à safe place. Ouais. Ok, donc ça, c'est jusqu'à tes 18 ans. Hormis ça, parce que moi, je me rappelle un peu des danseurs et des danseuses dans mon école, collège à l'époque. Mm. Il y avait quand même des références, tu vois. Et en général, quand tu as une passion dans la vie, j'ai l'impression que... Enfin, moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de basket et j'avais mes role models, tu vois, les basketteurs que j'admire, que je trouve trop forts, que je regarde et je veux faire comme eux, tu vois. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que quand tu as une passion, c'est un peu naturel d'avoir des role models après. Et les danseurs de mon collège, ils kiffaient trop Beyoncé, Justin Timberlake et tout. Toi, t'avais un peu des modèles comme ça à travers le temps? Moi, il y avait un film. C'est un film que je regardais beaucoup. C'est le film Honey. Ok. Et en fait, c'est l'histoire d'une nana qui danse, qui adore la danse et qui veut devenir prof. Et d'un coup, elle pète dans son domaine. Et ça se passe pas comme elle le veut. C'est un peu bizarre, mais elle impose ses règles. Et au final, à la fin, elle devient hyper connue et tout. Et elle était trop stylée. Et vraiment, j'avais le film en DVD. Je le regardais tout le temps avec ma sœur. C'était vraiment le truc. Et je la regardais danser. Je trouvais ça incroyable, quoi. Ça me fascinait. Tu voulais être comme elle. Ouais. Et du coup, tu répétais les danses qu'elle faisait? Bah les musiques, en tout cas. Bon, les danses, c'était compliqué de danser comme elle. C'était vraiment forte. Mais oui, ouais, j'écoutais ses musiques. Enfin, du coup, en regardant le film. Et ouais, je dansais. J'ai adoré ce film. Vraiment, c'est rien qu'en en parlant, là, j'ai trop envie de le re-regarder. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais il était trop bien. Et c'était un peu du hip-hop. Donc, les musiques hyper entraînantes et tout. Oh, je vais le regarder, je pense. C'est marrant parce que je connais pas du tout ce film. Mais il est pas hyper. Enfin, c'est vrai qu'on regardait ça. Du coup, avec ma sœur, je parle encore de ma sœur, mais c'était un peu mon modèle, forcément, dans la vie. Et c'est vrai que j'en ai pas entendu parler en dehors de ça, quoi. Ouais. J'avoue, en préparant le podcast, je me dis, ok, cette question, elle va sûrement me dire Dirty Dancing ou High School Musical. Je vais pouvoir la choper au tournant. Mais pas du tout. High School Musical, j'ai regardé aussi, mais j'ai moins de refs. C'est moins. Après, c'est peut-être plus la musique que la danse. Ouais, il y a la danse quand même, un peu, mais. Et non, moi, c'est vraiment Honey, quoi, qui m'a marqué. Tu te rappelles un peu les musiques sur lesquelles tu dansais pour tes spectacles? Est-ce que t'as, genre, dans tes 12 ans, il y a un spectacle qui t'a marqué? Tu t'es dit là, putain, j'ai d'être ça. Je me rappelle d'une musique que j'ai dansé dessus quand j'étais plus jeune, dans mes premiers cours de danse, c'est fou. C'est Brick and Lace, Love is Wicked. Love is Wicked. Wicked. Non, elle disait Love is Wicked. Elle disait toujours ça. Okay. Tu vois ce que c'est la musique ou pas? Pas du tout. Est-ce qu'on va mettre un extrait? Pas du tout, j'ai pas les droits. Mais alors ça, j'ai dansé dessus, pourtant ça devait être, je sais pas, peut-être ma 2e année de danse, et ça m'a marqué. Cette danse, elle m'a marqué. Tu te rappelles de la danse, là? Je pense que je me rappelle, enfin je me rappelle pas exactement de la danse, mais je me rappelle de la disposition, il y avait 2 lignes, après on se rejoignait et tout. C'est fou à quel point ça marque, et je me rappelle exactement de la salle de danse où était le miroir et tout, enfin les tenues qu'on avait, c'est fou. Ouais. Il y a ça, et après je pense que les spectacles que je me rappelle le plus, c'est quand j'étais plus âgée du coup, parce que forcément ça venait des danses un peu plus compliquées, plus techniques, et sur des musiques encore plus actuelles qu'avant, quoi. Là, on a remonté un peu le temps chronologiquement. Donc là, on arrive vers le moment où t'arrêtes la danse. T'arrêtes la danse vers quoi, 18 ans? Ouais, 18 ans. Parce que plus le temps. Non, parce que je pars à l'étranger. Après mon bac, en fait, j'ai décidé de faire de l'animation en club de vacances. Okay. Et donc, je suis plus là. Mais du coup, quand tu es à l'étranger, est-ce que c'est pas bizarre d'arrêter un truc que t'as fait pendant 12 ans? Est-ce que t'as pas un besoin à assouvir à ce moment-là où putain, mais quand est-ce que je danse? Bah si, parce qu'en plus c'était vraiment toutes les semaines les cours de danse, donc c'était mon truc. Je me rappelle, avant c'était le mercredi après-midi, après c'était le samedi matin, après c'était le mardi soir, et donc c'était mon rituel et le moment où on pense à rien d'autre et juste on danse, on se concentre sur apprendre les pas, etc. Donc si, quand j'ai décidé de partir, je me suis dit c'est fini, et c'était quand même cool. En plus ça faisait 12 ans que je faisais ça. Là, j'étais arrivée dans le groupe avec ma sœur, parce que forcément, du coup, après, il n'y a plus de... Tu l'as rattrapé. On est dans le groupe des adultes, tu vois, donc j'étais avec ma sœur, et il y avait on partageait ça ensemble aussi. Donc c'était chouette, et c'est vrai que
bah, ça a été une décision, mais je pouvais pas rester juste pour la danse, quoi. J'avais d'autres projets. Est-ce que tu as trouvé pour compenser, quoi? Enfin, comment t'as... Parce que c'est peut-être ça crée, je pense, un besoin de danser. En vrai, Oui. ces 12 ans. Oui. L'avantage, c'est qu'en étant animatrice en club de vacances, on danse parce qu'il y a des spectacles le soir. Et en plus, je suis partie à la base, j'ai été recrutée pour devenir chorégraphe dans les clubs de vacances. Donc, je suis partie en formation pour devenir chorégraphe ouais. et animatrice. Ah oui, donc Ouais. là, la danse, quand même, un rôle central, Ouais, toujours à ce là moment-là. quand même, là, c'était 3 mois de formation et on dansait presque tous les jours. Mais au bout d'un mois, j'ai décidé d'arrêter le côté chorégraphe et de me focus que sur l'animation. Parce qu'en fait, ça faisait, pour moi en tout cas, ça faisait beaucoup de changements dans ma vie et j'étais très stressée. Et manque de légitimité. Ok. Là, avec le recul, je sais que c'était ça, d'être chorégraphe en fait. Je dansais très bien, mais je me disais que j'étais pas à ma place et que les autres étaient forcément meilleurs que moi et que j'allais pas y arriver. Et donc, Pourtant, ils n'avaient pas forcément de bac chorégraphie, ces gens. Non, mais il y avait forcément des personnes avec beaucoup plus d'expérience que moi et peut-être un meilleur talent ou j'en sais rien, ou en tout cas qui avaient cette légitimité d'être là. Moi, j'avais vraiment un manque de légitimité et donc les cours de danse étaient très durs. J'avais un prof de danse en plus qui il rigolait pas et il me faisait peur. Oh là là. Et donc du coup... Et puis je me voyais pas arriver dans mon hôtel, parce qu'après on a été affecté dans un hôtel avec une équipe, et donc la chorégraphe c'est un peu la personne qui va réunir tout le monde le soir alors que tout le monde est fatigué pour répéter et tout. J'avais pas envie d'être cette personne-là, Ok. que du coup tout le monde vient à détester alors qu'elle a rien fait, c'est juste elle fait son taf. Mais Oui, allez, ok, Kamel Wally. et voilà, on lui en veut à elle parce que voilà, il est minuit et demi, on a juste envie d'aller dormir et non, on doit répéter parce que faut apprendre le spectacle, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter et à ce moment-là, à l'école, ils ont été hyper compréhensifs et donc je me suis vraiment focus sur juste devenir animatrice en club de vacances. Mais il y avait quand même de la danse, on préparait quand même des spectacles, donc je dansais quand même. Et arrivé en club, il y avait des spectacles le soir, donc c'était danse presque tous les soirs. Mais de manière moins... t'es moins chorégraphe, t'es leader sur les chorés, mais t'es Oui, pas... voilà. Moi, du coup, les chorégraphes étaient contentes généralement parce qu'elles savaient que moi, je savais danser et que j'allais suivre. Là où il y avait d'autres animateurs qui, eux, la danse, c'était pas du tout leur fort. Et donc là, on galérait un peu plus parce que ils ont pas le rythme. Voilà, c'est pas leur domaine. Mais on leur demande de danser. Mais est-ce que ta formation... Je reviens juste sur un truc avant. Vas-y. Mais du coup, ta formation, en vrai, pour toi, ça doit être... c'est totalement différent parce que là où toi, pendant 12 ans, t'as appris à danser, là, pendant un mois, t'apprends à apprendre à danser. Ouais. Et ça t'a appris des trucs un peu... Ouais, ça m'a appris des trucs. T'en gardes quand même des trucs après coup, même si t'as arrêté? Oui, j'en garde des trucs, puis surtout que ça m'a servi quand même plus tard, on y reviendra peut-être après, mais c'était hyper intéressant ce côté pédagogique qu'il faut avoir finalement pour apprendre. C'est pas si simple, hein, parce que quand t'apprends que tu suis quelqu'un, bon ok, mais quand c'est toi qui dois apprendre les pas, tu peux pas juste dire allez on met le bras, hop, là, non. C'est bras droit à l'horizontale, main tendue, enfin en fait... Il faut vraiment être très pointilleux sur les termes. Si tu décales ta jambe, c'est ok, tu la décales où, tu la décales comment, tu la décales vite, tu la décales... En fait, c'est très, très pointilleux. Et puis, surtout, il faut être dans les temps, parce que tout se compte en 8. C'est vrai que tu dois prendre beaucoup plus conscience de chaque mouvement quand tu fais ça. Oui, vraiment. Ça change toute la perspective, en fait. Là où moi, avant, je suivais juste la prof, j'avais pas vraiment conscience des temps, par exemple. Elle comptait toujours. Mais j'avais pas conscience de comment tu comptes la musique. On a appris ça aussi, du coup, à compter la musique. Oui, c'est limite le solfège de la danse, en fait. Ah oui, vraiment. On avait des cours où le prof nous mettait une musique et nous, on avait notre petit calepin et on devait compter les 8 parce que ça se compte en 8. Et ça, c'est l'intro, ça, c'est le pré-refrain, ça, c'est le couplet, ça, c'est le refrain, ça, c'est la fin. Donc toi... tu as moins de pression et tu fais des chorés dans des hôtels. Et en vrai, ça doit même pas être parce que tu vois, là où c'est très technique sur la danse que tu peux faire en club, je pense. J'ai l'impression, parce que pour avoir été aussi animateur en club de vacances avec des danses du village et tout, il doit y avoir un côté simplicité pour que ce soit repris qui est différent, je pense, sur ces chorégraphies-là. Justement, comme je te disais, il y a des animateurs qui n'ont jamais fait de danse et donc on est obligé de simplifier le truc. La chorégraphe le sait généralement et si c'est un peu plus technique, dans ce cas-là, tout le monde n'est pas sur la danse, elle met que les meilleurs pour que, voilà.
Et on essaye d'arranger tout le monde, en fait. Il faut pas qu'il y ait un animateur. Bah, après, il y en a, ils savent vraiment pas danser. Désolé, les gars, mais... Voilà, on vous voit, mais c'est pas grave, parce que justement, on est en club de vacances, donc les gens viennent voir un spectacle, ils aiment bien les animateurs, tu souris, et ça passe, quoi. Ouais. On n'est pas là non plus pour faire des prestations de dingue. Les vacanciers n'attendent pas ça, eux, ils veulent juste passer un bon moment, donc en vrai, tant qu'on a le sourire et que la journée, on crée du lien avec eux, forcément, le spectacle se passe bien, même si on n'est pas des grands danseurs. Ouais. Et donc, tu fais beaucoup de spectacles dans ces clubs de vacances. Et c'est un peu, au final, c'est cette transition-là que tu fais où tu fais de la danse dans tes spectacles, comme tu as toujours fait, mais tu commences un peu à faire des sketchs, non ? Oui. À ce moment-là. Moi, je sais aussi parce que, étant animateur, on a un peu le même truc. Moi aussi, c'est la première fois où j'ai fait de la scène, mais... On a commencé à faire des cafés-théâtres. Okay. Et donc, sketch, blague, et donc plus théâtral, forcément. Moi, pas de danse. Et donc, c'est vraiment là où j'ai découvert cet aspect comment être drôle sur scène, comment bien parler, comment bien dire la chute pour que les gens comprennent que c'est la chute et que ça rigole et tout. Donc, ouais, c'était les premières expériences dans ce domaine. Ou, en plus, en général, tu reprends des sketchs faits depuis des vingtaines d'années dans les clubs de vacances. Oui. À la fin, la mouche, elle prend un trou dans le cul. C'est exactement ça. Et genre, je ne comprendrai jamais comment les gens peuvent ne pas s'attendre aux chutes de ces trucs-là, où c'est tellement fait et refait. Mais en vrai, c'est bien aussi de commencer comme ça, parce que tu te dis, bon, si ça marche pas, c'est pas moi, hein, c'est votre truc. Clairement, il y a moins d'attentes, et puis bon, généralement, ça rigole parce que c'est un peu poète-poète, quoi. Ouais, l'esprit des clubs de vacances. Ouais. Les jeux apéro. On y va, quoi. Généralement, les vacanciers aiment bien ce genre d'humour, et ceux qui n'aiment pas le savent, ils viennent pas voir le spectacle, du coup. Mais après, c'était pas ma première expérience en tant que comédienne sur scène, parce que j'ai commencé le théâtre aussi en parallèle de la danse quand j'avais 15 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc, du coup, j'avais déjà fait du théâtre. Mais c'était la première expérience où vraiment on allait faire quelque chose de drôle. Où le but, c'était vraiment que le public rigole, et où on faisait plusieurs petits sketchs et ça s'enchaînait. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu fais rire sur scène ? Bah ouais, c'était l'un des premiers cafés-théâtres, je pense, où j'avais le rôle de faire la chute, quoi. Faire la chute de la vanne. Je me rappelle plus quelle blague c'était. Ça devait être un truc bien poète-poète, mais... Mais oui, cette sensation, en tout cas, là, depuis tout à l'heure, j'ai l'image en tête de la scène de mon premier hôtel où j'ai travaillé, où je revois avec toute l'équipe, là, c'était vraiment mes premiers cafés-théâtres, et j'étais tellement heureuse quand c'était café-théâtre. Ouais. Vraiment, j'attendais ce spectacle avec impatience, quoi, parce que tout le monde kiffait ce spectacle. On aimait trop le faire. Ouais, oui. En vrai, il vaut mieux ça, parce que souvent, tu répètes vraiment tard le soir, au début de saison. C'est quand même cool. Mais donc là j'ai plein de questions. Mais donc après, est-ce que c'est après directement cette expérience-là, déjà, à l'étranger, d'animation et tout, que tu commences le stand-up ? Le stand-up, j'ai déjà envie d'en faire depuis longtemps, parce que je regardais les spectacles de Gad Elmaleh. Je les avais en DVD. Et je me rappelle, là, c'était avec ma cousine. On les regardait en boucle. Je les connais par cœur. À cette époque-là, j'étais plus jeune, je sais plus trop quel âge j'avais. Je devais avoir 10-11 ans. Et je regardais Gad Elmaleh et je me disais, un jour, je ferai ce métier. Ok, t'as su très tôt. Ouais. Et puis en plus, à la maison, en famille et tout, j'étais toujours un peu le clown. Et donc tout le monde me disait, tu devrais faire du théâtre. Et donc je me rappelle des fois, repas de famille ou en vacances, le soir, je refaisais des petits bouts de sketch de Gad Elmaleh, mais à la perfection, quoi, à la respiration près. J'étais vraiment fan. C'était vraiment mon idole à ce moment-là. Et à chaque fois que je regardais, je me disais, je ferais ça. Et j'adorais. Et donc oui, du coup, j'avais déjà cette idée en tête, mais je pense que je me sentais pas prête, et donc je me disais, bon, plus tard. Mais donc du coup, les clubs de vacances m'ont aidé à avoir cette première approche de monter sur scène, de parler devant un public, parce que là, jusque-là, je faisais de la danse. Donc ça va, tu parles pas. T'es un peu protégé par ce truc de la musique, et tu danses, tu parles pas. Là, c'était vraiment parler au public. Après, ça te donne un peu la validation de « Oh, mais je peux faire rire des gens que je connais pas. » Oui, c'est ça. Ça rassure. Ok, bon, d'accord. Les gens m'écoutent. Déjà, ça marche. Il y a un lien qui se crée. Donc, ok, je pense que je suis sur la bonne voie. Ouais, ça rassure un peu. Ouais. Ça sort du repas de famille, quoi. Voilà. Mais au début, c'était pas évident. Surtout, les cafés-théâtres, oui, ça allait, les sketchs. Mais je me rappelle la première fois où j'ai dû parler au micro devant les gens. Ah ouais. Ah ouais. Ma première présentation spectacle que je fais en club de vacances, j'étais stressée. Je me rappelle, j'avais le micro et la main qui tremblait et tout.
Et en plus, je présentais vraiment un spectacle. C'était tous les lundis, on avait spectacle grec, parce que j'étais en Grèce, donc c'était spectacle folklorique grec. Et donc, il fallait quelqu'un qui le présente. Donc, ça va. Présentation assez simple quand même. J'avais commencé par ça. Oh, j'étais dans un état de stress. Ouais. Mais ça s'était très bien passé, j'avais très bien géré. Et donc après, j'étais de plus en plus à l'aise avec le fait de parler toute seule sur scène devant des gens avec un micro. Là, c'était vraiment dur parce que du coup, c'était ça que je voulais faire plus tard. Mais Il fallait commencer, quoi. fallait commencer, ouais. Mais donc, toi, t'arrives, donc, peu de temps après ça, cette expérience, tu commences le stand-up. Et ce que je me suis noté tout à l'heure, en gros, c'est que tu parlais du fait que ce qui était intéressant quand tu faisais ta formation de chorégraphe, c'est cette attention aux détails de chaque mouvement. Tu vois. Et donc, est-ce que tu as un peu ce truc-là quand tu commences à créer ce que va être Mathilde Schrevel au niveau du stand-up, de cette attention aux détails-là, tu vois, parce que sur scène, t'as quand même, tu joues beaucoup de personnages. Oui. Donc moi, je te connais peut-être depuis plus récemment que ce que tu fais en stand-up. Donc peut-être qu'au début, c'était pas ça. Mais beaucoup de personnages, et ton corps est utile. Tu vois. Ce n'est pas juste un objet qui délivre un texte, tu l'utilises pour faire des blagues. Mais est-ce que ça directement, tu l'as dès que tu commences à penser à tes premiers sketchs? Ou c'est un truc qui est venu après? Je pense que juste avec la danse, j'en avais pas forcément conscience, mais si j'avais un peu fait le théâtre aussi depuis mes 15 ans. En fait, entre le moment où j'ai fini l'animation en club de vacances et j'ai commencé le stand-up, j'ai fait une école de théâtre. Ok. J'ai fait le cours Florent à Bruxelles, j'ai fait 1 an. Et là, ça m'a vraiment appris la gestion de mon corps et de l'espace. Ok. J'en avais déjà conscience, mais j'ai appris que vraiment, chaque mouvement, chaque détail avait son importance. Et donc, c'est vraiment là où j'ai capté ça. Et c'est dans cette école de théâtre que je me suis vraiment dit, là, je veux faire du stand-up. Et donc, j'ai arrêté l'école et j'ai dit, je veux me lancer. Il y a eu 1 an et demi entre les deux, parce que j'avais trop peur de me lancer. Ouais. Mais du coup, quand j'ai fait mon premier sketch au Spotlight sur scène, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps en plus. Ça remonte, c'était il y a 4 ans. Il y avait déjà beaucoup de personnages et tout était carré. Je savais où ça commençait, je savais où ça finissait, je savais où j'allais me positionner sur scène. Donc j'avais déjà cette conscience-là. Un truc très chorégraphié. Ouais. Je parlais de l'animation en club de vacances en plus parce que c'était le truc le plus récent dans ma tête. Et je me suis dit, je vais prendre un sujet qui est frais et dont j'ai de la matière. Et donc je faisais vraiment plein de personnages, tous les différents types de vacanciers et tout. Je pense que si je le montre aujourd'hui aux gens, ils vont faire wow, il y a du potentiel. Ah, mais il faut commencer par ça de toute façon. Ouais. Mais c'est marrant de voir que c'est un peu le lien avec la danse, quoi. C'est le côté très chorégraphié de savoir exactement quel geste je vais faire, de quelle grimace, quel mouvement. Bah oui, parce qu'en fait, on nous voit sur scène. Et donc, après, je dis pas que c'était parfait, parce que j'avais quand même du stress, donc il y avait quand même des petits trucs parasites sur scène. Genre, le stress, souvent, ça fait je balançais un peu de droite à gauche sur mes pieds. Donc voilà, mais j'en avais tout de suite conscience. Donc ouais, la danse, ça aide vraiment déjà à savoir où tu te positionnes sur la scène. Gérer l'espace, en fait. Ouais, Parce que même un stand-upper qui reste en plein milieu, qui bouge pas, même lui, il doit avoir conscience qu'il est en plein milieu et qu'il bouge pas. C'est hyper important, je pense, de savoir où on est sur scène. Ce côté très chorégraphié, et très conscience de ce que t'es et de ce que les gens voient de toi. À ce moment-là, est-ce que déjà tu laisses une part au hasard? Est-ce que tu t'autorises l'impro, par exemple? Et est-ce que ce rapport-là a évolué? Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, tu as ce même rapport, chorégraphie ou non? En fait, déjà, on va répondre à la première question. En fait. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te laisses de la place pour de l'impro, pour sortir de ce que tu as écrit? Au début du stand-up, quand j'ai commencé, oui. Parce que je me souviens que ma 2e ou 3e scène, bon, pas la première, parce que c'était la première, donc c'était le texte. Mais la 2e et la 3e, je me suis surprise, être un peu à l'aise et partir un peu en impro et me lâcher un peu dans les personnages. Quand je pars en impro, souvent, c'est que je suis dans un personnage. Donc, j'ai encore un peu de réticence, mais ouais, je partais un peu en impro. Et en même temps, comme c'était la première fois que j'écrivais c'était la première fois que je jouais ce sketch, il fallait aussi que je me laisse un peu vivre dans les personnages pour voir, ah bah tiens, ça, j'avais pas pensé. C'est venu sur scène. Donc oui, je me laissais un peu de part d'impro. Et souvent, ça marchait bien, parce qu'il y a le côté spontané. Et du coup, il y a une autre énergie que quand je récite le texte. Et ça évolue aussi avec le temps, ou tu te laisses de plus en plus de place pour ça, ou
Au contraire, t'essayes de... Alors bizarrement, j'ai de plus en plus peur de ça. Ah ouais? Ouais. Bah, je pense que au début, j'avais pas conscience de tout. Et c'était bien justement cette insouciance un peu au début du stand-up où, comme je débute, je sais pas. Du coup, j'ai aucune certitude. Et avec le temps, forcément, comme dans tout, hop, je commence à comprendre. Ah, ça, une fois j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Et donc, hop, je viens me mettre des barrières toute seule. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu plus peur. Et donc, comme j'ai peur, forcément, l'impro ne sort pas en fait. Et j'aimerais débloquer ce truc pour justement me laisser place voilà, à de l'impro. Ça arrive que je fasse un peu d'impro quand, par exemple, il y a une réaction dans le public. Je peux pas laisser passer. Donc, je réagis et souvent, ça marche. Je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer un rire chelou, ou une sonnerie de téléphone, ou 3 verre personnes cassé. qui se lèvent pour aller faire pipi. Après, c'est marrant parce que j'ai l'impression, de ce que tu dis, beaucoup de personnages dans tes premiers sketchs et tout, mais moi, je t'ai vu récemment, Mm. et il y a quand même une grosse part de toi. Tu fais moins Oui. de... Je sais pas si tu fais moins de personnages, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de Mathilde Schrevel qui parlent au public, quoi. Oui. Donc peut-être aussi, si toi, tu dis que tu improvises plus quand t'es dans un perso, peut-être le fait d'être plus toi-même, sans jouer de personnage, ça... Bah oui, forcément. Parce que quand je suis plus moi-même, j'ai moins cette part d'impro. Ce que j'aime aujourd'hui dans ce que je propose, c'est vraiment qu'il y ait la Mathilde qui parle d'elle et qui raconte sa vie. Et au travers de ça, il y a des personnages qui viennent s'imbriquer, des personnages que j'ai rencontrés, des personnages, voilà, des vraies personnes qui ont existé dans ma vie, qui sont un peu extrapolées évidemment parce que c'est de la scène et voilà. Mais je veux quand même garder cette base où c'est moi qui parle. Parce que je pourrais arriver sur scène et faire vraiment full personnage, que jamais on s'adresse à Mathilde, mais j'ai quand même envie qu'il y ait du moi en fait. En tout cas, c'est ma source d'inspiration, ma vie et tout, donc forcément. Je pense que tu fais beaucoup de personnages parce que ça te permet de te cacher un peu. Genre, ça permet de mettre une barre, enfin, genre un filtre de au pire, c'est le personnage qui est pas drôle, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est vraiment juste tu kiffes faire des personnages en vrai, et ça peut être ça. Bah alors les deux, j'adore faire des personnages. J'aime trop, c'est là où je me sens le plus à l'aise quand je suis sur scène, quand je suis en personnage, j'adore. Parce que je pense aussi, il y a ce truc de c'est le personnage, c'est pas moi. Et donc, oui, en fait, c'est vraiment les deux. J'aime bien faire ça parce que je sais que je suis bonne là-dedans, en tout cas. Je le fais bien et je prends du plaisir à le faire. Mais ça me rassure aussi parce que c'est pas moi et c'est le personnage. Mais là, ça, c'est un travail que je fais. J'aimerais bien réussir à me lâcher autant en étant moi, mais ça va mieux maintenant. De toute façon, avec l'expérience, etc., ça va mieux. J'arrive aussi à être à l'aise quand c'est moi qui parle, mais j'aimerais vraiment que ce soit le même niveau, quoi. Autant en perso qu'autant quand c'est moi, d'être totalement à l'aise. Là, sur l'énergie. Plus avoir peur du tout et être vraiment moi-même, quoi. Ouais. Je sens que je me retiens un petit peu. Après, c'est aussi le côté d'avoir fait tout le temps de la danse, d'avoir ce truc où tu peux te cacher derrière la chorégraphie, derrière même les autres. Sur Bah scène. oui. C'est aussi ça qui arrive quand tu fais du stand-up, c'est la première fois que tu es toute seule. Oui, c'est ça. Bah, des fois, vraiment, quand je teste des nouvelles blagues, j'ai l'impression d'être sur scène toute nue, quoi. Vraiment, c'est vraiment la sensation que j'ai. On est hyper vulnérable et on sait pas du tout. Et puis, si ça rigole pas, bah, c'est paf. Enfin, il faut pas le prendre personnellement, mais en vrai, c'est dur, hein. Ça m'est arrivé de descendre de scène et de pleurer, hein, parce que après, je suis sensible. Mais des fois, c'est dur, quoi. Ah oui, parce que c'est toi, quoi. Enfin, c'est ton travail, t'as l'impression que c'est toi qu'on n'a pas trouvé marrant, alors que c'est ce que t'as proposé. Oui, ça remet pas en question la personne que je suis et le fait que oui, je suis quelqu'un de drôle dans la vie. Mais à ce moment-là, je le vis comme ça, quoi. Ouais. Je me dis, c'est nul, je suis nul, c'est pas drôle. Alors que non. Ok, ça, ce que t'as proposé, c'est pas drôle peut-être, à retravailler, à revoir. Ouais. Mais ma personne, ça définit pas ma valeur, en fait. Ouais. C'est pas éliminatoire, c'est pas elle Non. qu'elle meurt. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui va me dire tu reviens plus. Enfin non, pas du tout. C'est justement un espace de travail. Mais c'est là où ouais, je pense que je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais quand même, au début, c'est un peu dur. Il faut quand même se blinder et se dire que prendre du recul en fait sur la situation. Ouais. Mais il y a ce regard des autres et cette peur du jugement et je me dis mais le public, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais c'est un public parmi tant d'autres personnes et Bah oui. c'est pas grave en fait. Ouais. En parallèle du stand-up, tu fais. Donc, tu as commencé il y a un an, un peu, quasiment un an. Ouais, ça va faire un an, ouais. Ça va faire un an que tu as commencé à jouer dans une pièce de théâtre qui s'appelle D'un sexe à l'autre. Oui.
Donc c'est ta vraie première expérience de théâtre sur du long terme, en tout cas. Oui. Même si, bon, voilà, tu as fait l'école, j'imagine que tu as fait des pièces, etc. Surtout que tu en as fait depuis tes 15 ans. Mais là, c'est vraiment toi qui es vous êtes deux têtes d'affiche de la pièce de théâtre. Tu es sur l'affiche, voilà, ça fait 1 an. Donc déjà, totalement un autre métier, hein, puisque là, on en parlait, donc là, c'est même pas ton travail que tu délivres, c'est le texte de quelqu'un d'autre que toi, tu t'appropries. Oui. Donc c'est quand même important, il y a quand même une part de toi. Donc dans cette pièce, d'un sexe à l'autre, que je suis venu voir, ça m'a frappé, parce que tu commences en dansant. Et tu as beaucoup de moments où tu danses dans la pièce. Est-ce que c'est de base toi qui dois danser dans le texte, ou c'est quelque chose que tu rajoutes pour toi te sentir à l'aise? Parce que, en fait, je me suis dit, est-ce qu'elle danse au début pour se mettre à l'aise? J'avais l'impression vraiment que c'était un peu le rôle que ça avait, tu sais. Ok. C'est dans la pièce. Ok. Donc normalement, c'est Émilie Delettré et Michael Louchard qui jouaient cette pièce et qui l'ont écrite. Et Émilie donc commençait en faisant du step au début. Donc ça, je l'ai repris d'elle. Mais c'est vrai que ça me fait du bien parce que déjà, je parle pas tout de suite. Donc ça me permet d'avoir un premier contact avec le public. Je me dis, bon, ok, alors, ils sont comment? Bon, ils rigolent, ok. Et moi, ça me permet. Et puis moi, ça me met en énergie aussi parce que forcément, je commence en faisant du step. D'ailleurs, les premières fois, j'avais du mal à reprendre mon souffle parce que il fallait que je parle. Et en fait, je faisais les steps. Ok, il faut que je gère la respiration. Enfin, bref. Je vais reprendre la salle. Ouais, c'est ça. J'ai repris la course à pied du coup parce que le cardio. Donc dans la pièce, il y a un moment où on danse en effet avec Gaëtan. Et là, on l'a rajouté. Ça n'y était pas cette petite danse. Je veux pas tout spoiler, hein, mais tu vois de quoi je parle. Ça n'y était pas et c'est moi qui ai pris les devants en disant je vais apprendre une choré et je vais l'apprendre à Gaëtan et l'âme de chorégraphe. Ouais, qui revient au galop. Et moi, j'ai kiffé. Du coup, pareil, je me suis remis dans mes cours de danse de ma formation. Là, j'ai compté la musique. Ok, sur ce beat-là, on fait ça, machin. Et après, du coup, je l'ai apprise à Gaëtan, qui lui n'était pas du tout à l'aise avec la danse au début. Okay. Et maintenant, quand on danse, je l'entends compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et des fois, c'est lui qui me guide et tout. Et donc, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que du coup, j'ai retrouvé un peu ce truc de chorégraphe que j'avais appris. Et puis maintenant, j'ai un peu plus confiance en moi. Donc, cool. Et le fait que Gaëtan suive et qu'il m'écoute et qu'il fasse ce que j'ai dit et qui y arrive et qui, du coup, maintenant, connaît la choré et est à l'aise avec ça. Et il se trompe pas dans les temps. Et il est dans le rythme. Et du coup, je suis yes. Ouais. Tu dis, ça met en valeur ton travail aussi. Ouais. Et ça apporte plus de toi dans la pièce. C'est ça. Aussi, ouais, c'est cool. Moi, quand je t'ai vu sur la pièce, je t'ai trouvé vraiment très à l'aise. Tu vois. Et j'ai vu vraiment une autre Mathilde que ce que j'avais pu voir en stand-up. Ouais. Et il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit tout à l'heure. Au tout début du podcast, tu as dit que ça te plaisait beaucoup les chorés imposés. Oui. Genre quand tu faisais de la danse. Oui. Et donc je me dis, est-ce que tu trouverais pas plus de plaisir dans la partie théâtre parce que justement tu dois faire quelque chose d'imposé et ça te permet d'être totalement concentré sur ça plutôt que ce que les gens, le regard des autres, tu vois. Quand on m'a proposé la pièce de théâtre, j'étais trop contente et j'ai vraiment réalisé en effet que j'avais beaucoup plus confiance et je prenais vraiment beaucoup de plaisir à jouer un texte qui était déjà écrit. Et juste l'apprendre et le répéter sur scène et le jouer, là je kiffe vraiment. Donc oui, je pense que comme avec la danse, j'aime bien quand on m'apprend une danse et moi je répète le truc, c'est fait. Après je peux me lâcher dans la danse et apporter ma touche. Mais à la base, on me l'apprend et ça me va très bien. Et donc là, le théâtre, c'est pareil. Et je pense que c'est pour ça que tu m'as vu du coup dans la pièce de théâtre me lâcher vraiment et finalement être moi-même. Là où en stand-up, comme c'est moi qui écris, c'est mon truc, et c'est plus dur quoi. Ça me demande plus d'efforts et j'arrive pas à me lâcher comme sur la pièce de théâtre. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai lien et je pense que je prends vraiment plus de plaisir dans le théâtre et, avec un texte déjà écrit. Mais donc, si on voit un peu le futur, est-ce que c'est possible pour toi, par exemple sur le stand-up, faire un texte et une mise en scène totalement, genre une commande, quoi, limite. Enfin, c'est quelqu'un qui le fait pour toi, comme du théâtre, mais sous forme stand-up, en gros. Où toi, tu as un texte et un script à respecter qui n'est pas de toi. Ou c'est quand même important pour toi que ça vienne de toi, le stand-up, c'est un peu ta partie où c'est toi. Alors, c'est quand même important que ça vienne de moi parce que j'ai quand même des choses à dire, des choses à défendre, des choses à partager. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, dans la démarche dans laquelle je suis, je cherche justement quelqu'un qui peut venir m'accompagner sur l'écriture parce que c'est vraiment l'exercice qui me demande vraiment beaucoup d'efforts et je me rends compte que c'est pas une partie de plaisir.
Moi, j'aime bien quand c'est écrit et que je peux le jouer. Mais dans mon spectacle de Mathilde Schrevel, j'ai envie qu'il y ait ma touche. Et que je défende le message qui vient de moi. Mais t'as pas ce côté d'ego de dire je veux tout faire toute seule. Je pense que j'avais un peu ce truc-là, mais je me rends compte qu'en fait, j'avance pas. Parce que je suis honnête avec moi-même. Ça fait longtemps que je le dis. J'aime pas écrire. C'est vraiment un exercice que j'aime pas. Je préfère 1000 fois monter sur scène, avoir quelqu'un qui me regarde et tenter des trucs et me dire « Ah, là, il y a une piste ». Mais me poser et me dire « Allez, j'écris, que ce soit sur mon ordi ou à la main », vraiment, j'aime pas. Mais parce que j'ai toujours bougé, que ce soit dans le théâtre ou dans la danse. Et je pense que les idées, elles viennent aussi dans le corps. Mais j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Parce que si je suis toute seule, je vais me dire « Ah, non, pas terrible. Non, pas terrible ça. Ouais. Oh non ». Alors que si j'ai quelqu'un avec un autre regard, il va me dire « Ah si, là c'est cool, il y a une piste ». Et donc je me rassure, voilà. Je pense que c'est un peu de confiance en soi aussi et d'estime de soi. Mais dans la réalité, même aujourd'hui, en prenant de plus en plus confiance en moi, je me rends compte vraiment que l'écriture, c'est pas une partie de plaisir. Ouais. Et donc aujourd'hui, oui, je le dis, j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour m'aider à l'écriture et pour avancer, pour écrire mon spectacle. Mathilde recrute. Mathilde recrute. J'ai pas un gros budget pour l'instant, mais je vous promets, ça va marcher. Hein. On mettra ça sur TikTok comme ça, les gens ont candidaté. Oui, alors après, c'est pareil. J'ai envie de trouver quelqu'un avec qui ça match. Oui, bien Parce sûr. que Non, oui, il y en a plein, des gens qui pourraient m'aider, mais est-ce que nos univers matchent? Puis il faut aussi que la personne arrive à capter qui je suis, ce que je veux transmettre comme message. Il faut quand même qu'on soit sur la même longueur d'onde pour pas qu'il y ait tu sais, des séances où on se dit bah non, en fait là on n'est pas du tout raccord. Oui, c'est sympa ce que tu me proposes, mais c'est pas moi. Après, c'est important que j'ajoute ma touche et que je prenne les idées et que je les transforme à ma manière. Mais je pense que c'est important de trouver quand même une personne avec qui on est sur la même longueur d'onde. Comme ça avance déjà plus vite et puis c'est fluide, quoi. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur ta direction, on va dire, sur les réseaux, c'est que t'as aucun souci à te livrer et à être toi. Et ça, depuis longtemps. Parce que là où tout à l'heure, on parlait un peu de comment la danse, ça a pu t'aider sur ton acceptation de toi et tout en tant qu'ado, c'est un travail que tu as continué à faire même en tant qu'adulte. Où tu n'hésites pas à en parler. Et ce qui est très bien pour les gens qui te suivent, tu vois, c'est t'as des moments de doute. Encore aujourd'hui et encore récemment, tu as eu des périodes un peu difficiles et t'en parles et tu expliques aussi comment tu combats ça. Et je me demande, est-ce que la danse, encore aujourd'hui, donc par exemple dans la pièce de théâtre, tu vois, ça t'aide aussi en dehors à cette acceptation de ce que tu es? Oui, bah, autant dans la pièce, forcément, ce petit passage m'a aidée. Je vais aussi de temps en temps faire des cours de bachata. J'adore la danse de salon et j'adore la bachata. Vraiment, j'adore cette danse. Je cherche aussi un partenaire de danse. Et par exemple, quand je vais danser les cours de bachata, alors c'est marrant parce que en animation club de vacances, il y avait toujours la piste de danse le soir, donc on dansait la bachata. Donc j'ai appris à ce moment-là. Et quand je vais en cours de bachata, donc souvent sur l'île, je vais toujours au groupe débutant, comme si je savais pas danser. Et à chaque fois, je me rends compte que, en fait, ça va. Ouais. Et donc, je fais le cours, mais je m'ennuie un petit peu et je veux un peu passer au niveau au-dessus. Mais du coup, ça me fait du bien de me dire, ah, bah, dans ce domaine-là aussi, j'y arrive. Je gère le truc, je connais. Alors, je suis pas une grande danseuse de bachata, hein, mais je connais les bases. Je connais le rythme, je sais comment ça se danse, etc. J'arrive à capter les mouvements du partenaire, là où il veut m'emmener et tout. Et donc, ça me fait du bien. Et oui, ça vient compléter ce truc de confiance parce que avant, j'aurais jamais osé aller à un cours de bachata toute seule. Et je l'ai fait. Alors, je l'ai pas fait beaucoup, mais je l'ai fait. Et c'était vraiment pour moi un truc genre, j'y vais toute seule, je connais personne, je vais danser avec des personnes que je connais pas. Et donc, oui, ça s'inclut dans ce chemin de confiance en soi que je recherche. Mais en tout cas, c'est trop bien de faire ça. Et j'espère que tu continueras à le faire, de partager ce développement qui n'est pas fini. Je pense qu'il se finit jamais. Je pense que ça se finit jamais. Ça avance, ça évolue. Et là, déjà, depuis le mois de juin, ça a bien évolué. Oui, je pense que ça se termine jamais. Mais en tout cas, les plus gros trucs qui me pesaient un peu, j'arrive à les régler. Et c'est important pour moi de les partager parce que sur les réseaux, j'ai pas juste envie d'être comédienne humoriste et juste partager ça. Je suis une personne à part entière et ça a été une réflexion quand même. Quand j'ai créé mon compte Instagram d'humour, je me suis dit, est-ce que je crée un compte perso
avec mes amis, là où je pourrais parler plus de développement personnel et tout. Et j'en ai un peu parlé autour de moi et tout le monde m'a dit ben non. Nous, on veut voir Mathilde dans son entièreté, dans l'humour, dans la comédie, dans son développement personnel, dans son évolution, dans ses moments de doute, comme tu as dit tout à l'heure et tout. Donc, c'est Mathilde, en fait. C'est ce qui me représente et me définit. Donc, j'ai envie de partager ça au monde. Et c'est donc, ce qui fait que t'es pas juste une enveloppe. c'est ça. T'es pas qu'un physique, quoi. Enfin, Pas qu'un physique. Ça fait c'est bizarre de dire ça. J'ai l'impression Non, mais d'être très c'est beauf, ça. mais oui. Moi, j'aime bien dire qu'il y a un cœur qui bat là-dessous, quoi. Ouais. Et donc, il y a des choses qui me traversent. Et en plus, j'ai eu la confirmation en commençant à partager des choses sur mes réseaux plus profonds, des choses plus profondes, où je parle de moi, de mon expérience, de comment je le vis. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit oh, « Merci, ça m'a fait du bien. Ah, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment. » Et donc, je me dis « Waouh, en fait, ça a de l'impact. » Déjà, moi, je partage pour m'exprimer et oser m'exprimer et prendre la parole et dire ce que je ressens. Parce que je commence à comprendre que ce que j'ai à l'intérieur, ça peut être important. Mais en plus, si ça inspire des gens et que ça les aide, mais j'ai tout gagné, en fait. Pour moi, c'est la plus belle preuve que je peux récolter de me dire ah bah ok, je me suis exprimée, j'ai douté avant de m'exprimer, mais je l'ai fait. Et en plus, il y a des personnes qui viennent me valider que j'ai bien fait de le faire. C'est un peu comme quand tu crées une choré de danse du village. Quand tu la crées dans ton coin, tu la crées par rapport à ce que toi tu sais faire et ce que t'aimes. Et après, tout le monde reprend la danse en disant putain, mais ça me fait du bien de faire cette danse du village. Ah ouais, les danses du village. Moi, je me rappelle quand j'étais animateur, j'ai eu une danse de village sur une chanson qui s'appelle Salsa Tequila. Mhm. Et t'avais vraiment tous les enfants qui dansaient à fond sur Salsa Tequila. Et les parents étaient choc-barre. On comprend pas l'espagnol, mais je pense que Tequila, c'est pas fait pour être crié par des enfants de 8 ans. Oui, mais c'est une danse. Oui. Voilà. Mais c'est fou à quel point une danse du village, enfin pour l'avoir vécu aussi du coup, peut rassembler tout le monde et de tout âge. Enfin moi ça m'a toujours impressionnée, surtout le midi quand on faisait le jeu midi au bord de la piscine, qu'on terminait par la danse du village, de voir vraiment toutes les générations en train de danser sur Magic in the Air ou Rendez-vous au soleil et ça m'a toujours fascinée. Ouais. Genre vraiment on est en Grèce, il est 12h30. Et t'as papy, t'as la tante, t'as le petit de 3 ans, tout le monde danse. Ouais. Et c'est génial, quoi. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est en maillot de bain Ouais. et on s'en fout. C'est trop bien. J'adorais ce moment. C'est un beau moment de communion. C'est comme quand tout le monde s'arrête quand il y a la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde s'arrête de faire ce qu'il fait, tout le monde est juste on regarde le foot. Et ben, là, c'est... Et bah c'est pareil. C'est un moment de communion. J'ai une question que j'ai pas posée tout à l'heure, que je voulais te poser. En fait, ça m'a retoqué quand t'as dit que, à force d'évoluer, au fil des années, t'as rejoint le groupe de ta sœur Oui. dans le club de danse. Mais est-ce que le fait de faire toutes les deux de la danse, et je pense d'apprécier toutes les deux la danse, est-ce que ça a joué sur votre relation ? Oui, parce que du coup, c'était, oui, ça nous a rapprochés. C'était vraiment le moment qu'on partageait ensemble. On partageait plein de moments ensemble. J'ai toujours été très proche de ma sœur. Et au plus on avance, au plus on est proche. Voilà, pour moi, c'est vraiment la personne à qui je peux me livrer. Je peux tout dire. Elle me jugera jamais. Voilà, c'est beau ce que je dis. Camille, si t'écoutes ça, c'est pour toi. Mais donc vraiment la danse, oui, ça nous a permis de nous rapprocher et d'avoir vraiment ce truc qu'on partage ensemble. Parce que du coup, il y a que nous deux dans la famille, en tout cas. C'est notre moment, on se retrouve, on danse ensemble. En plus, quand on fait le gala de danse, du coup, nos parents viennent nous voir. Ils nous voient toutes les deux sur scène. C'est beau, c'est les filles, elles sont ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et aujourd'hui, je fais plus de danse avec ma sœur, mais je présente le gala de danse tous les ans. J'ai fait la première fois là, cette année en 2024. Et c'est moi qui représente le gala de danse en 2025. Ok, trop bien. Donc du coup, ma sœur était trop contente parce qu'on partage, souvent sur 2 soirs, on partage ces 2 soirées ensemble. Je suis là avec elle. Il y a même un petit moment où on a dansé ensemble. Enfin, sur la fin du gala, on danse toutes les deux. Donc pareil, mes parents ont pu nous voir toutes les deux sur scène. Donc j'y reviens quand même un petit peu. Ça ne te quittera jamais. Non. C'est beau. Tu l'as dans le sang, la danse. Non, je sens, ouais. Des fois, je me fais des... Non, c'est nul. Ça, tu enlèves. La des drogue. perfs de... Non. Je me pique. Ça, je vais l'utiliser pour les réseaux. Laisse tomber, ça va buzzer. Non, mais des fois, Par exemple, si j'ai pas trop le moral... Attends. Ouais. J'ai vu que t'as fait les grands yeux. J'ai peur de où tu vas. Là, mais non, pas quand du on parle tout. de drogue et tout. Non, si j'ai pas trop le moral, je me mets une musique que je kiffe et je danse. Et généralement, ça fait du bien. C'est quoi ta musique du moment, là ? Ma musique du moment où je peux danser, c'est un peu mon plaisir coupable. C'est Spider de Maître Gims. Après, elle est rythmée, donc je comprends. Je vois le côté danse que tu peux avoir dessus.
Ah ouais. Ah, mais tout le temps. D'ailleurs, sur mon top 10 heures 2024, c'est la première. Ah ouais. Ouais, j'ai une passion pour Maître Gims et je trouve qu'à chaque fois, c'est des musiques hyper ambiançantes et j'adore. Oh. Donc en ce moment, c'est vraiment ça, quoi. Ok. Mon truc, quand je suis un peu en bad mood, Spider de Maître Gims. Quand je suis en good mood, Spider de Maître Gims. À toutes les sauces. À toutes les sauces. Mm. Bah, trop bien. Là, on arrive sur la fin de l'épisode. Il y a un petit rituel d'habitude, c'est de faire le top 5 des. Par exemple, quand c'est de la musique, le top 5 des sons et tout. C'est un peu plus compliqué sur la danse. Donc, on en a parlé un peu avant et tout, parce qu'il faut quand même préparer. Mais donc, toi, tu disais que tu pouvais potentiellement faire un top 5 des styles de danse que tu préfères, ou en tout cas qui aident à comprendre un peu qui est Mathilde Schrevel. En top 1, je dirais les danses latines. Ok. Plus bachata, salsa, ou même des musiques un peu plus commerciales comme J Balvin et tout. Ça, vraiment, j'entends ça tout de suite, ça me rappelle le soleil, la danse. Et après, je dirais la pop. Pop, ouais, les musiques, les hits, quoi. Ouais, les hits, du coup, Spider. Loco aussi, de Maître Gims, j'adore. J'espère qu'il va tomber sur le podcast. Ouais, Maître Gims, si tu vois ça, je suis fan. Tu peux être danseuse pour. Waouh. Après, j'aime bien aussi la musique afro. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, il y a du rythme. Ouais. Et ça permet vraiment de se lâcher, quoi. Sans forcément réfléchir, tu vois. J'aime bien pouvoir aussi juste danser et voilà. Ouais, il y a un truc, juste tu suis le rythme. Ouais, c'est ça. Les beats et tout. Ouais. Le hip-hop aussi, forcément en référence au film dont j'ai parlé au début, Honey. Pareil, ça peut être des musiques très marquées, très marquées par le rythme. Et j'adore. Et en 5, les danses du village. Qui sont un style à part entière. C'est un style à part entière et j'y porte vraiment beaucoup d'affection à tel point qu'à chaque soirée, mariage ou anniversaire, quand il y a un DJ et qui met une danse qui était une danse du village, genre Magic in the Air, je me mets devant tout le monde et j'impose à tout le monde de me suivre et tout le monde me suit et vraiment ça me fait kiffer. Ça et pareil, toutes les danses, genre Madison, le Mambo No. 5 et tout ça là, c'est que des danses où, paf, c'est moi, je lead. mais c'est vrai qu'il y a un côté fédérateur en fait dans ces trucs-là où la personne qui lead, tu te dis, oh, je n'ai envie de suivre personne d'autre que cette personne dans ma vie. Je veux que ce soit aussi ma conseillère Pôle emploi. Vraiment. Je veux que ce soit ma mère, je veux qu'elle m'aide dans tous les choix à faire parce qu'elle a une assurance. Quand tu connais la Corée, tu te dis, laissez-moi faire, on tue ça tous ensemble. Ouais, c'est vraiment ce rôle-là que j'ai en soirée. Et je le prends très à cœur, parce que moi, ça me fait kiffer. Et si je vois quelqu'un, alors attention, si je vois quelqu'un qui danse le Madison, mais qui n'est pas vraiment sur le rythme du Madison, alors je pète un plomb. Ça m'est même déjà arrivé d'arrêter de danser, parce qu'il y a vraiment... Je sais pas si t'as déjà vécu ce moment, mais il y a où toute la piste de danse, les gens dansent le Madison, et t'as 2 groupes qui dansent la même danse, mais pas en même temps. Ouais, ils sont pas... Et à aucun moment, ils se disent qu'ils sont pas en même temps et qu'il y en a un qui va rattraper l'autre. Non, ils continuent. Ça m'est déjà arrivé de partir tellement ça m'énerve. Ouais, j'ai envie de leur dire, vous êtes pas en rythme. On peut pas faire le « hey » en même temps. En même temps, c'est des kiffeurs. Eux, ils sont dans leur tête, ils sont juste... Moi, le Madison, je le laisse rentrer en moi. Oui, ils se laissent imprégner par la musique. Et, oui. Alors que moi, non, on danse bien en fait. Ouais, okay. Pareil, le kuduro. Ah, mais c'est plus dur le kuduro aussi. Kuduro plus technique. Et quand les gens viennent me dire, mais je connais pas du tout, et que je leur dis, je vais te montrer, et que je vois que je leur explique le petit sauté qu'ils comprennent pas, laisse-moi danser. Des fois, je suis pas très pédagogue. Oui, là, je vois que y a des cours que t'as zappé sur le côté chorégraphe. Là, Oui, mais après, des fois, je suis en soirée, moi aussi, je vis le moment. Et voilà. Mais en tout cas, j'adore toutes ces danses. Et quand je l'entends, je suis là. J'espère qu'un jour, dans une soirée, les gens ils vont te dire, mais t'es pas du tout sur la bonne Corée de Spider, là, maintenant tu nous suis. Et écoute, ça arrivera peut-être un jour. Pour l'instant... Attends que ça fasse un peu le tour des villages vacances. Ouais. Et ensuite... J'attends l'été prochain, là, que vraiment ce soit... Bah oui. Il faut 5-6 ans en général pour que ça devienne un hit des vacances. Bah écoute, vivement. Mais en tout cas, merci pour ta réponse. C'était une très bonne réponse. C'est marrant que t'aies développé le plus sur les danses du village. C'est vrai. Mais c'est très drôle. C'est fou, ça. T'as demandé le top 5 qui représente Mathilde. Oui. Je pense qu'on a vraiment la réponse. Ah, mais trop bien. Bah, c'est vrai qu'en fait, ça suit la logique de tout ce que tu as dit dans l'épisode, donc c'est trop bien. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on fasse un petit tour sur tes actus, parce qu'en plus, il y en a pas mal. L'épisode va sortir fin décembre. Oui. Donc, tout d'abord, toi, toujours le stand-up
dans les comédie clubs tout le temps. Mais surtout, la prochaine échéance, c'est un format plus long. Oui, le 30-30, oui. 30-30. Le 30-30, donc 30 minutes chacun avec un autre artiste. Du coup, là, on fera ça avec Scooby. Et c'est le 10 mars 2025 au Spotlight à 21h. Donc, Et facile, on réserve sur Billet Réduc. Sur Billet Réduc ou sur le site du Spotlight directement. Et voilà, ça sera vraiment 30 minutes chacun. Avec Scooby, ce qui est cool, c'est qu'on a tous les deux un peu un univers assez particulier où on aime le personnage, on aime les trucs un peu plus qui sortent vraiment du stand-up. Et donc là, ce 30-30, on s'est vraiment dit qu'on allait faire vraiment ce format-là plus personnage. Donc même moi, l'objectif, c'est vraiment d'écrire des nouveaux persos, un peu plus de sketch, un peu plus de trucs avec toujours un fil conducteur qui me parle et avec lequel il y a un message. Et voilà. Et Scooby, pareil, c'est le challenge qu'on s'est donné de faire des nouvelles blagues, de tester des nouveaux trucs. Et donc, je pense que ça va être cool. Ok, donc 30 minutes le 10 mars 2025. Puis, à côté de ça, la pièce de théâtre qui continue. Pièce de théâtre qui continue. On joue du coup le 31 décembre, à Nouvel An, au Spotlight, 2 fois, 17h30 à 21h30. Et après, ça continue. Généralement, c'est environ 1 fois par mois au Spotlight. Et vous commencez à sortir un peu du Spotlight. On commence un peu à sortir. Ouais, on a fait notre première date à l'extérieur en septembre. On a fait commencer notre tournée nationale à Beuvry. Oui. C'est un bon début. Et on commence à bouger pas mal en 2025. Ouais, on a pas mal de dates à l'extérieur. Dans le Nord, hein, mais c'est cool. Ouais, faut commencer par là. On commence par là. Et puis, nous, ça nous fait du bien aussi de sortir un peu du Spotlight et de jouer dans d'autres salles. C'est un autre exercice, donc c'est cool. Rome ne s'est pas fait en un jour. Exactement. Mais en tout cas, pour suivre ça le mieux possible, je pense que le mieux qu'on puisse conseiller aux gens, c'est de souscrire et de s'abonner à ton compte Instagram. Exactement. Ouais, donc c'est là où tu dis tout ce que tu fais, globalement. Oui, c'est là où il y a toutes les infos. Ton Instagram, donc tu peux me montrer, là, je vais l'afficher. Tu vas le mettre où ? Où tu veux, là où il y aura ton doigt. Eh bien, mon Instagram, c'est Mathilde Schrevel. Normalement, il sera au-dessus de mon doigt. Pour ceux qui écoutent en podcast... oui, c'est important de le dire quand même pour ceux qui écoutent. SCHREVEL. Voilà. Bon, Mathilde, c'est comme Mathilde, donc c'est pas très dur. Oui. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à suivre Mathilde sur Instagram. Quant à nous, mes petits points entre les artistes, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Je connaissais pas grand-chose en danse, mais j'en ai appris énormément grâce à Mathilde. Donc, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi bien. Ça va être dur, mais il sera tout aussi bien. Et moi, j'ai un petit rituel à la fin du podcast, c'est que 1, 2, 3, bisous. Voilà. Ok. 1, 2, 3... Bisous. Et voilà, c'est une fin de tournage. Et bah super. Tout est bien qui commence bien, j'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.